Le coût de stockage représente peut-être 20%, et bien entendu, plus le stockage est important, plus proportionnellement la part du stockage dans le coût global reste diminue. Alors, quels sont les enjeux technologiques du CCS? C'est d'abord de réduire les coûts de captage. Je rappelle, le coût de captage est 2/3 à peu près du coût de la filière. Et aussi réduire les coûts de captage et diminuer la pénalité énergétique dans la mesure où pour séparer le CO2 du reste des fumées, il est nécessaire de dépenser quand même beaucoup d'énergie. On considère que pour une centrale électrique au charbon, la pénalité énergétique conduit à diminuer le rendement d'environ 10%, c'est-à-dire qu'on passe d'un rendement de 35% à un rendement de 25%, car il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir séparer le CO2 du reste des fumées. Le deuxième défi, c'est bien entendu d'assurer la sécurité du transport et puis l'intégrité du stockage, s'assurer que le CO2 qui est injecté dans des horizons profonds ne va pas ressortir dans 5 ans, 10 ans, 50 ans. Le CCS est une réalité. Ainsi, aux États-Unis, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, 50 millions de tonnes de CO2 sont injectées tous les ans dans des gisements de pétrole. C'est une option particulière de CCS, puisqu'il s'agit là, en priorité, d'améliorer le taux de récupération du CO2. C'est une valorisation en fait du CO2 par l'industrie pétrolière. En mer du Nord, depuis 1996, il y a un projet, c'est pas un projet, une réalisation sur le gisement de gaz de Sleipner, le gisement de gaz en Norvège. C'est un gisement de gaz de méthane qui contenait une quantité importante de CO2. Et donc le gouvernement norvégien a décidé de séparer le CO2 du méthane, de vendre le méthane, nous en consommons, et de réinjecter le CO2 dans un horizon, dans un aquifère profond de grande taille qui s'appelle Utsira. Et il y a des travaux de recherche qui ont été développés déjà depuis 1996 pour assurer le suivi de la bulle de CO2 à l'intérieur de cet aquifère. Le schéma de la réalisation de l'installation de démonstration qui a été faite par Total à Lacq. Donc le CO2 qui est produit dans l'usine chimique de Lacq est transporté sur environ 20 km et réinjecté dans un ancien gisement d'hydrocarbures. Alors, le CCS est adapté lorsque les émissions de CO2 sont concentrées, comme je vous l'avais indiqué. C'est le cas, bien entendu, des centrales thermiques classiques, au charbon ou au gaz naturel, mais c'est le cas aussi de nombreuses industries qui présentent un profil d'émissions favorable: sidérurgie, cimenterie, raffinage, pétrochimie, papeterie. Et vous avez sur cette, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais vous voyez que, par exemple, en Chine, les secteurs industriels, la production d'électricité et les secteurs industriels que j'ai cités représentent de l'ordre de 75% des émissions de gaz, des émissions de CO2, et ces émissions sont concentrées et donc peuvent faire l'objet de cette technologie de captage et stockage du CO2. Alors, le CCS est considéré par beaucoup comme une technologie coûteuse, mais quelles sont les technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas coûteuses? Pourtant, les analyses, et là je me réfère à des études qui ont été faites dans le CRC en 2015, le coût du CCS reste compétitif par rapport aux autres technologies qui se développent dans le monde et qui bénéficient de subventions importantes ou de dispositifs incitatifs importants, comme l'obligation d'achat à prix garanti pour les renouvelables.
Ces coûts reflètent en fait des estimations pour de nouvelles capacités, mais on voit que aussi bien au niveau du coût total qu'au niveau du montant des investissements, le CCS qui est au milieu est compétitif par rapport à le CCS, soit CCS gaz, qui est ici, soit le CCS, le rétrofit d'une centrale thermique classique, soit ici le CCS à partir de charbon sur une centrale supercritique, donc avec des rendements extrêmement élevés. Alors, le CCS apparaît indispensable pour relever les défis de la COP21, et ça c'est un discours que l'Agence internationale de l'énergie développe déjà depuis longtemps. l'AIE estime que vous êtes habitué à ce genre de présentation, c'est l'évolution dans un scénario de 2 degrés, ce que l'AIE appelle le scénario 2S. Voilà l'évolution des émissions, et puis voilà le cheminement vertueux qu'il faudrait suivre, et les wedges, c'est un peu comme ça, et donc on a ici les différents wedges qui permettent de passer de la prolongation des tendances naturelles au scénario vertueux. Et donc l'AIE estime que le CCS peut contribuer à hauteur de 13% pour réduire le gap entre le scénario business as usual et le scénario permettant de limiter la température à 2 degrés. Et c'est la contribution du CCS estimée par l'Agence internationale de l'énergie, c'est la moitié de la contribution des renouvelables, et c'est 60% de plus que la contribution du nucléaire. Alors, le CCS est donc indispensable pour relever les défis de la COP21, et je reprends ici cette slide de l'AIE, qui considère, dans les scénarios qu'ils ont fait pour affiner le slide précédent, que le CCS jouera un rôle déterminant dans les décarbonations de la production d'électricité dans les pays émergents, et dans les pays industrialisés, le CCS peut contribuer à réduire les émissions de l'industrie lourde, du ciment, de l'acier, du raffinage et de la chimie, là où les émissions de CO2 sont concentrées. On peut même envisager le développement conjoint de projets de CCS avec de la bioénergie, ce qui permettrait effectivement de capitaliser sur des émissions négatives. Alors, le CCS a fait l'objet d'un intérêt croissant depuis la mise en service de Sleipner, du projet de Sleipner en 1996. Ainsi, comme vous le voyez, donc, vous avez là un certain nombre d'événements qui, depuis 1996, depuis le premier événement de Sleipner, donc il y a un intérêt croissant qui apparaît auprès des industriels, auprès des hommes politiques, auprès des médias. À noter, par exemple, en 2008, la Commission européenne, l'Europe, adopte une directive sur le CCS. L'AIE développe en 2009 une roadmap sur le déploiement du CCS. Et en 2009, on annonce, lorsqu'on cumule les projets dans le domaine du CCS, il y a un engagement implicite de 30 milliards de dollars d'aide publique consacrée au CCS. Depuis, force est à reconnaître que l'intérêt pour le CCS a diminué. D'abord, c'est la conférence de Copenhague, l'échec de la conférence de Copenhague qui joue un rôle important. La crise économique aussi joue un rôle. L'échec de la mise en place d'un prix du CO2 conduit à une baisse de l'intérêt du CCS. Et de plus, il y a un certain nombre de projets qui se heurtent aussi à une opposition de la part de l'opinion publique. En 2014, au fond de la piscine, le rapport de l'IPCC confirme quand même le rôle critique du CCS, qui est présenté comme l'option la moins coûteuse,
Et donc, depuis, un certain nombre d'événements positifs sont à signaler en ce qui concerne le CCS, mais après la COP21, on se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, tournée stratégique. Est-ce qu'on va retomber? Est-ce que l'intérêt va retomber? Ou au contraire, est-ce qu'on va progresser dans la mobilisation sur le CCS? Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, les investissements dans le CCS sont totalement insignifiants par rapport aux investissements dans le renouvelable. Vous avez ici les investissements, la moyenne des investissements entre 2007 et 2013 dans le CCS et au niveau du solaire et au niveau de l'éolien. Le taux de croissance des investissements est aussi très en dessous des niveaux qui ont été recommandés par l'AIE dans son scénario. Et ici, ce graphique présente le décalage entre le taux de croissance que l'on constate et ce qui devrait être fait de façon à pouvoir satisfaire le scénario de degrés. Je terminerai par une présentation de la géographie du CCS de par le monde. Aujourd'hui, il existe 35 projets à des niveaux d'avancement tout à fait significatifs. Les projets, c'est quand même des projets qui permettent de stocker 1 million, 2 millions, 5 millions de tonnes. Ce sont des projets quand même de grande ampleur. La moitié des projets sont localisés en Amérique du Nord. Ça représente 57% des projets et 70% des capacités. Et là, la demande est tirée par des projets d'utilisation du CO2 pour l'amélioration de la récupération du pétrole par Enhanced Oil Recovery, ce qu'on appelle les OER. La Chine est le seul pays, donc vous avez la Chine est le seul pays où le pipeline de projets croît, et la Chine est aujourd'hui devenue le leader dans le domaine de la R&D et des projets pilotes. C'est pas un hasard, dans la mesure où, comme vous le savez, le mix électrique chinois est extrêmement carboné. Aujourd'hui, le charbon représente 80% de la production d'électricité. La Chine envisage maintenant des projets commerciaux et développe une stratégie pour devenir un exportateur de centrales capture ready, comme on dit, c'est-à-dire des centrales qui sont adaptées de façon à pouvoir installer après les équipements pour faire le captage et puis après le transport et le stockage. L'Australie aussi, qui est un très gros producteur de charbon, a donc un intérêt à développer ces technologies pour préserver ses ressources. L'Australie a développé sur le champ de Gorgon, qui est un champ gazier, le plus grand projet de CCS en aquifère. Je crois que le projet de Gorgon que vous avez ici fait de l'ordre de 5 millions de tonnes. Le Moyen-Orient n'est pas en reste, et il s'y construit notamment le premier projet de CCS pour une usine sidérurgique. Mais comme vous le constatez, l'Europe est en panne complète, alors qu'il y a 10-15 ans, l'Europe avait une position de leader. Malheureusement, ce n'est pas le seul sujet sur lequel nous sommes en train de rater le train.